Nous sommes le dernier jour de cette semaine. Nous sommes vendredi 22 septembre de l'an 2017. Bienvenue, bonjour. Vous êtes sur Frématé, votre émission d'information et de divertissement. Nous allons suivre dans un instant la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux sont revenus ce matin. Ils ont titré sur l'après-limogeage de Hervé Roumain. Ils ont donné les grandes leçons à tirer de ce limogeage. Ils ont également relayé l'intégralité du Conseil des ministres tenu le mercredi dernier. Assistance aux personnes sinistrées des inondations, un tout petit peu le volet social sous le régime Talon. Nous en parlerons dans un instant dans le débat avec le directeur de publication du journal Le Grand Matin, il a nom Eloge Gandaro. Ce sera dans un instant dans le débat. Le journal sera présenté par Aurel Kwasi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bientôt le Bénin passera au visa électronique. Nous en parlerons dans ce journal. Dans les sports, Jonathan Adessi nous dira que notre pays, notre cher pays, le Bénin, s'arrête aux portes de la finale dans le cadre de l'UFOA 2017. Et nous parlerons également de la préparation du tournoi international de handball à Cotonou. Il faut dire qu'il y a une conférence de presse qui a été donnée hier pour préciser les dispositions prises pour une victoire de notre pays. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour, Kader Achirou. À nouveau, bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par le confrère de la matinée qui titre en manchette ce jour après le limogeage de Hervé Roumain. Les grandes leçons, toujours avec le confrère de la matinée. Inondation dans 9 communes au Bénin. Le gouvernement Talon réagit. Enfin, la tribune de la capitale pour avoir brillé par leur absence devant le juge hier à Porto Novo. Des mandats d'arrêt délivrés contre le dieu de Banamé et son pape, l'informateur. 19e circonscription électorale Adidia Tomatis, le handicap de Patrice Talon, toujours avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur. 2e congrès ordinaire du Centra Sodeco, Gaudens Zanou s'en va après une mission bien accomplie. Adetona s'installe. Le matin, face aux dégâts causés par les inondations dans certaines localités au Bénin, Talon au secours des sinistrés avec 425 millions de francs CFA, ruée des formations politiques vers la rupture. Les inquiétudes de Candide Awansou sont dans les colonnes de la parution du jour de Le Matin. L'opinion aujourd'hui, développement des équipements culturels et touristiques au Bénin. Bientôt la phase opérationnelle des grands projets. La Nation, Conseil des ministres, 3 mesures fortes face aux inondations. Les 4 vérités, action sociale du complexe La Base dans la 13e circonscription. Dans le 13e arrondissement de Cotonou, Siran Lacoussan récompense les meilleurs élèves de l'école primaire publique à Glar-Lazunto. Libération, suite aux nombreux dégâts causés par les inondations, Talon réagit. 425 millions de francs CFA débloqués pour les communes sinistrées. Fraternité, gouvernance à l'ère du nouveau départ. Premier remaniement ministériel sous la rupture, toujours avec Fraternité. Construction de la route Lokossa d'Evé à Plahoué. Le gouvernement mobilise 25 milliards, éco-favorable au plaidoyer d'Akpe Sossou. Diakpata, suite aux pertes en vies humaines à l'issue des grandes crues, Talon prend les mesures idoines pour rendre la protection civile. À lire dans les colonnes du journal l'intégralité du Conseil des ministres tenu hier. Le défi d'une génération crue de Malanville à Thiémé et Grand Popo, le gouvernement vole au secours des sinistrés et toujours avec le matinal. Aéroport de Glodjigwe, les rapports d'études validés le génie. Fruit du labeur à la douane béninoise, le DG Charles Saka décroche la certification ISO 9001 version 2008. Le meilleur, travaux de
bitumage de la route Lokossa-DV à Plahoué, le gouvernement passe à l'acte avec 25 milliards de francs CFA d'Akpes-Sossou porté en triomphe. Le potentiel, préoccupé par le vécu de ses compatriotes frappés par les inondations, talent décaisse plus de 400 millions d'aides aux sinistrés. L'événement précis. Réaction dans l'affaire dite exfiltration de fonds. Société Bengaz, les vérités de maître Edgar Yves Monou, Nord-Sud Quotidien. CNSS, la preuve que Matisse cautionne la mal-gouvernance. Bénin intelligent, suspension des négociations avec le gouvernement. Glomobile va-t-il perdre sa licence? C'est une grosse interrogation en manchette du journal L'Économiste. Innovation dans le nouveau code des marchés publics. Romuald Wadaï opte pour la transparence dans les marchés. La Nouvelle Tribune. Marché de gré à gré attribué à Afmas International à Porto Novo. Une escroquerie à grande échelle éclabousse sous la rupture. Un contrat purement politique, le mode de préfinancement, un prétexte pour spolier l'État. Toujours avec la Nouvelle Tribune. Affaire décès de fidèles de l'église de Banamé. Mandat d'arrêt contre Parfaite et le pape Christophe XVIII. Notre voix. Chantier Porto Novo à Komisrete et consorts confiés à Afmas International. Un gros scandale politico-financier de 164 milliards de francs CFA. Une enquête indépendante s'impose pour faire la lumière sur cet arrangement illégal. Le gouvernement prit la main dans le sac. Jacques Ayadi s'explique sans bruit, panique et enfonce l'exécutif. Supposé avance sur BOT au temps de Yahi quand la rupture use de mensonges grossiers pour tromper le peuple. Le matin libre pour finir. Marché public pour le bitumage de la route Porto Novo à Komisrete. Des indices du faux entre le gouvernement et Ofmas International. Merci à vous, Kader Achirou. Les journaux, vous pouvez les retrouver dans les kiosques au Bénin et puis également en ligne. À suivre dans un instant le débat avec Loge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Nous revenons sur l'assistance du gouvernement béninois aux personnes sinistrées des inondations. À suivre le journal avec Aurel Kwasi. Mesdames et messieurs, bonjour. Les étrangers désireux de se rendre en République du Bénin pourront obtenir leur visa en ligne. À cet effet, une plateforme numérique sera développée pour les demandeurs de visa. À en croire le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je cite, la modernité diplomatique traduit les visas, cadre avec les ambitions du gouvernement de faire de la diplomatie béninoise un puissant outil de mobilisation de ressources au niveau du développement économique et ceci conformément au programme d'action Bénin révélé. Le comité d'imprégnation du recensement administratif à vocation d'identification de la population a sensibilisé les membres du conseil communal de Pobé sur l'importance que revêt le RAVIP. Ce recensement va conduire à l'établissement d'une carte qui va remplacer toutes les autres pièces d'identité et chaque Béninois va disposer de numéro unique d'identification qu'il portera. Après avoir suivi, les conseils et le maire ont pris l'engagement de travailler pour que les phases de communication et de réalisation connaissent un succès sans faille dans chacun des 5 arrondissements de Pobé. Le ministre béninois du Tourisme et de la Culture a tenu ce jeudi une rencontre avec les acteurs clés du cinéma béninois. Objectif réfléchi sur l'avenir de la cinématographie au Bénin et pour élaborer une feuille de route dans le cadre du partenariat prochain avec la grande maison de cinéma nigériane Nollywood. Rappelons au passage que c'est un secteur sur lequel le gouvernement du président Patrice Talon veut compter pour vendre la destination Bénin. Pour célébrer l'an 1 du Conseil national du patronat de la presse audiovisuelle pour le compte de la 5e mandature, les responsables du dit conseil ont organisé une opération de don de sang à la maison des médias. Plusieurs personnes étaient présentes à ce rendez-vous pour donner leur sang afin de sauver les vies humaines. Reportage. Donner le sang pour sauver des vies humaines est une priorité pour le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Devenue une tradition, les professionnels des médias ne cessent de poser chaque année cet acte social qui permet à beaucoup de citoyens de retrouver leur santé. Plusieurs objectifs sont visés à travers cette opération. L'objectif vise à demander au patron de presse de donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Comme d'habitude, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le centre de santé, il y a cette pénurie-là de sang qu'on observe et qui amène une suite chaotique de décès en un point fini. Je me souviens par exemple d'une situation au CNHU, disons au service néonatal, où jusqu'à aujourd'hui, il y a une série de décès au niveau des nouveaux-nés qui ont des difficultés et qui sont dus au sang, à l'absence de sang.
Vous n'avez pas sans voir un peu les accidents qui foisonnent sur nos routes, etc. Il s'agit pour le CNPA, il s'agit pour l'ensemble de presse, il s'agit pour les partenaires de presse, d'aider un peu à soulager ça. À soulager nos soeurs accidentées, nos frères accidentés, nos mamans qui ont des difficultés en matière d'accouchement, etc., etc. Et les petits-enfants qui ont besoin de sang, etc., etc. Donc voilà un peu le premier objectif. Le second, c'est permettre aux patrons de presse et à la presse en général, ceux qui donnent leur sang, eh bien, de connaître leur groupe sanguin, voyez-vous, de connaître leur état sérologique et aussi de connaître un peu la situation en matière de diabète. Il y a des vies qui sont en difficulté dans nos hôpitaux, qui en ont besoin véritablement pour rester encore en vie. Donc nous avons estimé que ce geste très important, nous devons aussi le faire en tant que citoyens et en tant que patron de presse pour donner l'exemple. Les difficultés liées aux pénuries de sang sont une triste réalité au Bénin. Chaque jour, les hôpitaux font face à des situations où le sang peut sauver une vie humaine. C'est fort de cela que certains ont la bonne volonté et font preuve de générosité en donnant de sang pour sauver des vies. La problématique du don de sang a été réellement galvaudée quand nous considérons que des rumeurs persistantes laissent croire que les cybercriminels parviennent à acheter du sang humain pour se livrer à des rituels pouvant leur permettre de s'enrichir. Il faut vraiment sensibiliser la population à travers naturellement nos productions de presse pour leur montrer qu'il n'en est rien. L'opération lancée par le CNPA a permis aux hommes de la santé de collecter plusieurs poches de sang. L'appel est donc lancé pour les personnes de bonne volonté car celui qui donne son sang sauve une vie humaine. Ainsi se referme ce journal sur Frématin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. Nous allons passer au débat sur Frématin. Le débat sur Frématin. Eulose Gandaro, bonjour. Bonjour Nadège. Bienvenue, vous êtes Kader. le DP du journal Le Grand Matin. Bienvenue sur Frématin, Kader Achirou. Nous ferons donc le débat parce que le Conseil des ministres du mercredi dernier a décidé d'aider les personnes sinistrées par rapport aux inondations. Un volet social que le président Patrice Talon enclenche plutôt de très belle manière. Merci Nadège. Comme vous l'avez si bien dit, le gouvernement du président Patrice Talon poursuit ses actions dans le domaine social, ce que souhaitent les populations. Il n'y a pas longtemps, les citoyens étaient préoccupés par le volet social. Le volet social. Mais dans la plupart des cas, ce que beaucoup entendent par volet social, c'est la création d'emplois, c'est le recrutement des jeunes. Et puis, écoutez, il faut qu'il y ait l'argent qui circule et qu'on mange bien. C'est du social. C'est ça. N'est-ce pas? C'est du social. Oui. Mais il faut aussi comprendre que lorsqu'un État, lorsqu'un pouvoir, n'est-ce pas, prend des dispositions, prend des décisions, d'accord, dote le pays des moyens pour la sécurité des personnes et des biens, c'est aussi du social. Parce que je l'ai souvent dit pour dire, vous avez beau avoir l'argent, vous avez beau avoir le travail, l'emploi, lorsque vous êtes dans l'insécurité, lorsque vous ne pouvez pas rentrer, n'est-ce pas, dans la sécurité, lorsque devant votre propre portail vous êtes braqué, lorsque chez vous, n'est-ce pas, les divorcés sociaux, les braqueurs viennent vous visiter la nuit, n'est-ce pas, à quoi servirait ce social-là? L'argent et l'emploi. Donc moi, je pense que le gouvernement poursuit dans le bon sens parce qu'il y a la relance du programme des microcrédits aux plus pauvres. On en a parlé, nous avons salué cela. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé également, n'est-ce pas, des actions du gouvernement à la veille de cette rentrée scolaire, ce qui a permis, n'est-ce pas, une bonne rentrée. Et nous espérons que l'année scolaire sera apaisée. Mais voilà le même gouvernement qui, n'est-ce pas, le ministre Adiatou Matisse, il y a quelques semaines, est allé offrir des kits scolaires aux orphelins et aux enfants démunis. Ça, c'est du social. Mais ici également, nous devons saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement est allé au secours, est allé au chevet des personnes sinistrées. Parce que, écoutez, vous voyez, avec cette rentrée des classes, les parents sinistrés ont aussi des charges. Ils ont des dépenses à faire pour cette rentrée des classes. Mais lorsque ces parents-là, lorsque ces familles-là sont frappées par ce sinistre-là, vous voyez que c'est difficile
que leurs enfants démarrent la rentrée dans de bonnes conditions. Donc nous devons saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement est allé au secours de ces personnes-là. Mais ceci dit, reconnaissant que le gouvernement, en tant qu'un acteur principal qui est en train de jouer son rôle dans le secteur social, cela n'empêche pas que nous attirions également la conscience des personnes sinistrées, des familles sinistrées, sur l'importance et sur la nécessité d'être à l'écoute du gouvernement et lorsqu'ils sont sensibilisés, d'éviter les comportements à risque parce qu'il ne sert à rien d'être heureux, d'être sinistré, d'être assisté. Être un éternel assisté et attendre que, bon, écoute, quand ça va arriver, ce qui est évident, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement viendra à notre secours. Ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas ce que nous devons souhaiter. Il faut qu'il soit à l'écoute des autorités locales, municipales, à tous les niveaux et qu'ils évitent les comportements à risque. Lorsqu'on vous dit, ces zones-là, vous ne devez pas les habiter, vous devez quitter là. Lorsqu'on vous dit, en période de pluie, en période de crue, vous devez éviter tel comportement, il faut que comment dirais-je, la bonne éducation les consignes soient suivies et que la bonne conscience les pousse à respecter les consignes, les communiqués du gouvernement. Et alors, dans ce cas-là, ils éviteront. Parce que, comme je l'ai dit maintenant, ce n'est pas bien. Être heureux, ce n'est pas d'être sinistré, d'être assisté par un pouvoir. Mais c'est de tout faire pour que, dans le même temps où le pouvoir joue son rôle, vous-même, vous devez être un peuple éduqué, une famille éduquée, pour écouter, faire en sorte que le gouvernement ne soit pas obligé toujours d'aller assister les sinistrés, mais d'apporter les moyens qu'il faut pour l'éducation, pour le bien-être des citoyens, au lieu que nous soyons tout le temps là à assister des sinistrés. Alors Kader Achirou, le gouvernement du président Talon a compris de plus en plus que c'est très important d'assister les populations lorsqu'il y a quand même des cas d'inondation, des cas d'incendie, des cas de problèmes, et plus de 400 millions d'euros qui seront mis à leur disposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je dirais d'abord que c'est quand même du chapelet du programme social prévu par le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé, inclus peut-être dans le programme d'action Bénin Révélé. Je pense que l'initiative est venue à point nommé parce que qu'ils vous souviennent que ces populations subissent déjà les affres des crues des pluies diluviennes depuis fin du mois d'août dernier. Donc que le gouvernement aujourd'hui décide peut-être de venir en aide à ces populations, je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager. Il faut encourager parce que les gouvernants ont été élus quand même pour porter assistance quand même aux populations quand elles seront démunies. Donc pour moi, les aider, c'est quand même une bonne initiative qu'il faut encourager le gouvernement dans cette dynamique. Par rapport aux populations qui occupent ces zones en quelque sorte, est-ce qu'il faut penser aujourd'hui à peut-être les déloger? Non, parce que je me dis en fait, les populations achètent souvent les terres en fonction de leurs moyens. Et nous sommes tous béninois aujourd'hui et nous savons que ces populations, que ce soit Grand Pont et autres, sont les populations qui aujourd'hui subissent les affres de la nature, elles n'ont pas demandé. Vous avez vu les raisons évoquées par le gouvernement. Cela prouve également que le gouvernement veut à tout prix, est soucieux quand même de tout le peuple, de toutes les couches, les différentes couches du pays, parce qu'on dit qu'on veut quand même la reprise des activités pédagogiques dans les zones sinistrées, parce que le gouvernement est conscient qu'il y a la rentrée qui a déjà démarré aujourd'hui à Cotonou, à Porte-Novo et ailleurs, et quelque part, peut-être à Grand Popo, quelque part, et peut-être à Caïmaman, il y a des gens qui n'ont pas pu démarrer la rentrée parce que ils sont devenus pratiquement presque des batraciens. Donc à ce niveau donné, le gouvernement qui prend ces mesures pour le faire, on est d'accord, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de chercher à mettre en place peut-être un mécanisme ou des dispositions pour que les années à venir, même s'il doit avoir d'inondation, que ce soit pas à ce niveau donné, à ce taux. Alors qu'est-ce que le gouvernement prévoit déjà aujourd'hui pour essayer de parer cela les années à venir? Parce qu'on ne va pas se retrouver à chaque année à débourser 500 millions, 800 millions pour dire qu'on assiste quand même les populations. Donc il faut chercher à mettre en place peut-être un mécanisme pour contrer quand même ces événements naturels qui soient quand même imprévisible, mais quand même qu'on peut essayer d'une manière ou d'une autre à travers l'implantation des épines ou peut-être des stratégies, chercher des experts qui vont trouver des stratégies pour quand même mettre en place un mécanisme pour que les populations, même si elles doivent être inondées, que ce soit peut-être une inondation peut-être un peu à la Cotonou, mais que ce soit pas une inondation vraiment où on voit où c'est un fleuve totalement qui ravage. Vous allez voir même des hippopotames. En fait, c'est passé au nord, c'était dangereux parce que vous voyez même des hippopotames que l'eau emporte. Vous vous demandez, mais quand l'eau commence à emporter un hippopotame, qu'est-ce qu'il reste encore?
encore des humains qui sont. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on essaie quand même de pallier à cela pour les prochaines fois. De pareils cas, éviter de pouvoir de débourser les fonds, mais il faut quand même féliciter le président Talon qui s'appuie de plus en plus sur le volet social. Il a pensé, et c'est très important. Ça a été une réaction, comme l'a dit le directeur de publication, c'est une réaction prompte. Parce que le truc qui s'est passé déjà depuis le mois d'août à début septembre, et que déjà le 20, le gouvernement puisse se réunir et mettre tout en place déjà pour que les fonds soient, comment on appelle, délivrés aux populations pour quand même les aider, les assister, et que les ministres soient instruits à divers niveaux à l'effet d'accompagner les populations et de porter assistance aux populations, et que tous leurs besoins, tout ce dont ils ont besoin soit mis à leur disposition. Je pense que c'est une grande initiative, c'est une bonne chose. Avec cette rentrée des classes, comme je l'ai dit, les parents ont beaucoup de charges. S'ils doivent faire face encore aux difficultés dues à l'inondation, voyez les conditions dans lesquelles les enfants vont se retrouver. Et toutes les dispositions ont été prises à ce niveau. L'action est salutaire, c'est venu à point nommé comme il a souligné et ça va beaucoup aider les parents. Même des dispositions sanitaires ont été prises également pour que les conséquences de maladies, d'infections et autres, que les populations n'aient rien. On a invité le ministre de la Santé à cet effet pour qu'il aille dans les zones données avec l'équipement adéquat. C'est le social au vrai sens du terme. Ça, c'est au vrai sens du terme. Merci à ce niveau. Merci, on a compris le message. Nous allons suivre ensemble cet élément sur les grossesses en milieu scolaire. Nous avons essayé d'ouvrir un peu nos micros aux populations béninoises pour voir ce qu'elles en pensent. Nous reviendrons pour en parler un tout petit peu sur le plateau. Voici pour vous, parle aux citoyens. Grossesse en milieu scolaire. Je pense que ce n'est pas bon. Tomber enceinte. On devait déconseiller plutôt. Quand les parents nous envoient à l'école, c'est pour étudier. Je pense que ce n'est pas bien. Nos enfants d'aujourd'hui sont confrontés à ce problème de télévision, des GSM, où ils sont obligés de voir des choses qui ne sont pas normales pour leur âge. Ça les oblige d'une manière ou d'une autre à aller dans un sens qui n'est pas normal. Normalement, il ne faut pas combiner la relation amoureuse avec les études. Les feuilletons que les gens passent à la télé où on s'embrasse à longueur de journée. Parce que le monde d'aujourd'hui avance. Ça aussi, ça amène les enfants à la dépravation. Il faut éduquer son enfant. Déjà à la maison, lui permettre d'avoir accès au GSM bien cadré. Elles n'ont qu'à faire beaucoup d'attention. Suivre ce que les parents disent. Il faut qu'ils demandent chaque fois des conseils auprès des parents. Le temps est tellement dur. Est tellement dur maintenant. C'est de se patienter. À eux maintenant de faire mollo dans leur vie. Et prier surtout Dieu de les aider. Elouz Gandaro, alors les cas de grossesse en milieu scolaire, qu'est-ce que vous pensez de ces cas-là? Ah oui, mais c'est des cas préoccupants. C'est des cas préoccupants parce que ça compromet l'avenir des élèves, l'avenir des enfants. Donc, c'est lorsque les vacances se passent bien, il y a des périodes favorables et puis voilà, les enfants commencent. Ah oui, ce n'est pas seulement les vacances. Vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés. Il y a les enseignants qui sont concernés, il y a les élèves eux-mêmes qui sont au cœur de cette affaire-là, aussi bien les filles que les garçons. Parce que n'oubliez pas, souvent quand on parle de grossesse, on ne voit que les filles, on n'accuse que les filles. Mais les auteurs de cette grossesse-là, les filles ne s'engrossent pas elles-mêmes. Les auteurs de cette grossesse-là, c'est la plupart des temps, c'est des élèves ou bien c'est des enseignants. C'est des enseignants indélicats qui, au lieu de s'occuper de leur travail, préfèrent, n'est-ce pas, amener ces enfants-là, alors que c'est leurs enfants. En principe, un éducateur, c'est eux qui doivent donner les bons conseils, c'est eux qui doivent aider ces filles-là, n'est-ce pas, à ne pas tomber dans ces travers-là. Mais malheureusement, il y a certains enseignants et leur plaisir, c'est de s'occuper de ces filles-là, c'est de s'occuper négativement de ces filles-là. Donc je pense qu'il faut poursuivre l'éducation dans ce sens-là.
Et ces enseignants délicats, il faut que les responsables d'établissement puissent tenir des séances de sensibilisation et puissent prendre des mesures, puissent être rigoureux envers ces enseignants-là qui doivent être sanctionnés. Ce n'est que par cette seule manière qu'on peut éviter ça. Et pour les élèves, la sensibilisation doit continuer. Voilà. Mais également à la maison, les parents ont le devoir d'éduquer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la société et tout ce que nous voyons, tout est permis aux filles, tout est permis aux garçons. Parce que tout à l'heure, j'insistais sur les garçons. Il ne faut pas avoir seulement le regard tourné vers les filles. On dit, ah voilà, bon, voilà une fille mal éduquée, voilà, bon, au lieu d'aller travailler, on l'a envoyée à l'école pour étudier, mais c'est les garçons qui l'intéressent, voilà, elle pique une grossesse. Non, mais il y a également les garçons à qui on doit donner les conseils pour leur dire, écoutez, parce que les mamans disent au Bénin, oui, il ne faut pas quitter devant mon garçon. Parce que lorsque ça arrive, soit l'auteur, l'élève en question refuse, ne veut pas reconnaître qu'il est l'auteur de la grossesse. Bon, c'est les parents de la fille qui s'en chargent, ou bien ça fait un problème, ça devient un problème entre les parents de la fille, les deux familles. C'est difficile souvent à gérer. Donc, à côté des filles qu'il faut éduquer, qu'il faut sensibiliser dans ce sens-là, il faut également surtout parler aux garçons, leur donner les conseils qu'il faut pour que les garçons également puissent se tenir tranquilles. On ne les a pas envoyés à l'école pour aller, s'occuper des filles d'autrui. S'occuper des filles d'autrui, se lancer dans des activités sexuelles, mais c'est pour aller étudier. Où les jeunes dans vos quartiers tapés dans l'ombre, qui attrapent les élèves. Les enfants sont envoyés pour des activités pédagogiques au lieu que pour des activités sexuelles. Mais vous voyez même que les élèves maintenant, la carrure de nos élèves aussi, mais je dirais, voilà, c'est là où je vais en venir. Je dirais aujourd'hui que nous avons quand même des élèves aujourd'hui qui vont à l'école dans des styles provocateurs. Quand vous voyez une élève qui va à l'école peut-être dans une robe qui ne va pas très bas, qui est une robe peut-être qui vient, une robe que peut-être aux États-Unis, même pour les soirées, qui vient au niveau de la cuisse, même qui ne n'atteint pas le genou, et que papa et maman cautionnent cela à l'enfant pour aller à l'école, ne soyez pas étonnés que le maître par moment jette un coup d'œil, parce que après tout c'est un homme. Après, il faut qu'on fasse le débat peut-être. Je dirais par exemple objectif, parce que je me dis en fait ça ne sert à rien de dire au maître l'enseignant ne doit pas toucher. Vous savez, c'est comme on dit, on ne peut pas mettre on peut pas mettre le poisson à côté d'un chat et rester là à prier. C'est un éducateur là dans ce cas. Il est un éducateur, il a la peau d'un éducateur, mais après tout, il a toujours l'essence d'un homme donné. On va sensibiliser les enfants. Je pense que le premier travail qu'il y a à faire d'abord, c'est au niveau du code vestimentaire des élèves, des apprenants, parce qu'aujourd'hui. Mais vous savez les vicieux, même si vous êtes en je pense que la vraie dérive aujourd'hui, c'est que les femmes sont devenues comme, excusez-moi beaucoup de termes qui peuvent peut-être choquer certains. Si vous savez que ça doit choquer, alors ne nous dites pas ce terme-là, regardez votre terme. C'est comme si on marchande, ou bien on se vend en fait, parce qu'on expose les seins, on expose les fesses, on ne porte des choses vraiment, le terme dit sexy, voilà, et alors qu'on est venu à l'école pour étudier. C'est là où j'admire les collèges catholiques, comme vous voyez les collèges catholiques, où c'est merci à vous, on a compris ça, c'était pas prévu dans le débat. Vous allez comprendre parce que vous n'êtes pas d'avis en fait. Une petite incursion, c'était pas prévu en fait dans le débat, ça a été une petite incursion ouverte, une petite parenthèse. On va revenir beaucoup plus en détail sur ce débat-là dans nos prochaines émissions sur Free Matin. Merci à vous, le Canaro. Très bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Merci, Kadra Chirou, merci. Nous allons donc suivre les sports avec Jonathan Adessi. Les sports avec Jonathan Adessi, UFOA 2017. Le Bénin s'arrête malheureusement aux portes de la finale. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Une fois de plus, le Nigeria confirme son statut de bête noire du Bénin. En effet, les écureuils locaux, malgré une prestation aboutie dans l'après-midi d'hier, n'ont pas pu se hisser en finale du tournoi des fédérations ouest-africaines UFOA. Les coéquipiers de Chabel Gomez ont été dominés par le Nigeria sur la plus petite des matchs, 1-0 en demi-finale de la compétition. C'est un parcours honorable pour la sélection du Bénin qui a fait beaucoup mieux que lors de la dernière édition de l'UFOA. Un bilan positif justifié par la performance de haut vol du joueur de l'ESAE FC Chabel Gomez qui a d'ailleurs été élu homme du match. Cependant, les hommes du match Mogo vont jouer le match pour la 3e place. Pour rappel, le Nigeria avait déjà privé le Bénin d'une participation mémorable pour le championnat d'Afrique des Nations Tchad Kenya 2018. Sacré Nigeria. Et on va y arriver un jour. Alors, nous parlons à présent de handball, la préparation du tournoi international de cette discipline à Cotonou. Oui, le président de la Fédération béninoise de handball, Antoine Bonou, a tenu dans l'après-midi une conférence de presse. L'objectif visé est d'informer sur la préparation technique des joueurs afin d'acquérir un sac lors du prochain tournoi international de handball qui aura lieu du 24 au 27 septembre prochain à Cotonou. Écoutons ensemble Antoine Bonou pour plus de précisions. Nos attentes
Vous le savez, quand on se prépare, c'est pour avoir la victoire. Et nous attendre, c'est non seulement avoir la victoire, mais avoir une relève bien préparée. Des joueurs techniquement au point, des joueurs que nous allons utiliser après l'étape de l'équipe cadette. Et en ce qui concerne les préparatifs, je peux vous dire que tout est fin prêt. Je crois à ces enfants et je crois à tous les handballeurs, handballeuses béninois. Moi, je vous dis, ces enfants que nous préparons, c'est pour préparer la relève de l'équipe féminine qui va à la Coupe du Monde maintenant. Parce que après la Coupe du Monde, il faut qu'il y ait d'autres enfants pour remplacer cette équipe. Et cette équipe féminine qui va à la Coupe du Monde ira en division senior. La date de la compétition, c'est du 24 au 27. International à présent, les derniers résultats de la 5e journée de la Liga espagnole. Oui, la suite et la fin de la 5e journée du championnat espagnol a proposé 3 affiches intéressantes, mais avec des résultats plutôt en demi-teinte. Ainsi, le Celta Vigo et Retafe se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. Également, un match nul et vierge entre Villarreal et l'Espagnol Barcelone 0-0. Et enfin, Levante a battu la Real Sociedad 3-0. Merci à vous, Jonathan Adessi, pour ces informations sportive. Nous allons nous retrouver lundi pour d'autres informations, c'est bien ça. Très bon week-end à vous. Merci Nadia. Merci à vous également. Merci à tous et à toutes pour l'attention. C'est la fin de Frais Matin. Bon week-end en compagnie de nos programmes. À lundi. Portez-vous bien.